Bonsoir à tous, bienvenue à la Cité du Vin. Donc, ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Hubert Deboire, qui va être présenté par Jérôme Baudouin, qui est journaliste à la Revue des Vins de France. Merci. Bonsoir et très bonne année 2020. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir une figure emblématique du monde du vin, qui est œnologue, propriétaire de plusieurs crus emblématiques, dont Angélus, La Fleur de Boire, et également d'un très très beau cru en Afrique du Sud. Et nous allons parler d'œnologie, nous allons parler de la vie à Saint-Émilion, du classement. Nous allons balayer de nombreux sujets. Et je vous demande donc d'applaudir chaleureusement Monsieur Hubert Deboire, alors, qui est quelque peu gêné. Voilà ce que c'est que de faire du vin en skiant. Oui, c'est bon. Beaucoup de monde, c'est très agréable. Alors, la première question qui me vient à l'esprit en relisant le film de votre vie, c'est que vous ne naissez pas propriétaire d'Angélus, que ça a été un long chemin de devenir le propriétaire, de diriger ce cru classé, ce premier cru classé A. Était-ce une évidence pour vous de reprendre la propriété familiale quand vous étiez adolescent ? Alors, d'abord, bonsoir à tous, à toutes. Oui, alors, bien sûr, ça a été une évidence très tôt pour moi. Ce métier de vigneron, je l'ai imaginé, je l'ai ressenti tout petit. J'ai eu la chance de naître dans la maison où vit encore ma maman, qui a 97 ans. Ça sert, hein, on peut boire de Bordeaux tous les jours et on peut vieillir longtemps. Hein. Et, et donc, je suis né là, et en grandissant, moi, j'avais les vignes autour de moi, et depuis le début, je me suis dit, je serai vigneron. Je ne pouvais pas forcément penser, c'est une propriété familiale, mais je serais vigneron. J'avais cette sensibilité. Après, c'est pas facile parce que d'abord, j'avais une famille, j'avais un père qui était là, et bon, on verra, on en discutera, mais c'est vrai que on prend pas la place comme ça. Enfin, en ce qui me concerne, il a fallu que j'aille la chercher parce que ça n'a pas été que simple. Tout à fait. Et quel... Il y a un... Ah si, c'est bon. Quel visage avait le vignoble de Saint-Émilion dans les années 60, 70 ? Est-ce qu'il ressemblait à ce qu'on connaît aujourd'hui ou c'était radicalement différent ? Bon, c'était radicalement différent, ça je peux dire, oui. J'ai cette vision de propriété qui était exclusivement familiale, Ouais. avec quelques familles emblématiques, mais exclusivement familiales, où les relations étaient différentes. Je ne sais pas si elles étaient meilleures ou si elles étaient... en tout cas, elles étaient différentes. C'était un village vigneron, en fait. C'était un village vigneron. C'était, je veux dire, les écoles. Il y avait 2 écoles. Il y a toujours 2 écoles d'ailleurs. Il y avait un partage des gens qui vivaient sur place, des propriétaires. Et ça a radicalement changé au sens social, sociologique, parce que ce sont effectivement des gens qui sont arrivés de l'extérieur. Ça a beaucoup changé aussi techniquement, ça a beaucoup changé avec une arrivée de moyens que l'on ne connaissait pas à l'époque, quand on voulait acheter un peu plus de vignes. Voilà, on savait qu'il y avait en face. On se disait, bon, on va acheter, on connaît, tiens, c'est mon voisin avec qui je vais pouvoir avoir peut-être une interrogation pour savoir celui qui va avoir cette parcelle de vigne. Mais on savait où on allait. Aujourd'hui, les choses sont totalement différentes puisqu'on ne sait plus où on va, puisqu'il y a une notion de démesure. Et que si en face de nous, on a quelqu'un qui veut absolument une parcelle, les moyens qui sont, voilà, que ces gens-là ont sont totalement déconnectés de ceux que les familles, même si on ne se plaint pas. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Vous êtes formé à la faculté d'œnologie de Bordeaux par l'un de vos maîtres à penser. Je sais que c'est quelqu'un de très important pour vous. C'est Émile Pénaud. Et que vous a-t-il apporté ? Beaucoup.
Alors, je profite d'ailleurs de ces moments qui sont des moments un peu plus calmes pour moi, parce que j'ai l'habitude de voyager beaucoup et de ne pas avoir beaucoup de temps, pour relire d'ailleurs un livre que, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille de relire, parce que c'est à la fois un livre dans lequel il y a bien sûr un peu de technique, l'amour du vin, mais philosophique, qui s'appelle Le vin et les jours, qui est juste un petit bonheur, une espèce de, de sucrerie formidable de lecture. C'est un livre culte. Et que je relis avec bonheur. Alors, Émile Peynaud, j'avais la chance, parce que j'ai connu, j'ai eu comme professeur Jean-Yves Rogaillon et Pascal aussi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Mais avec Émile Peynaud, les choses étaient bien sûr différentes, parce que c'était un praticien assez extraordinaire. Qui, notamment à la fin de ses cours, de temps en temps, vous savez qu'il était consultant dans quelques grands domaines, mais il disait, il y a peut-être un ou deux étudiants qui veut bien me suivre, et comme ça, on allait faire, enfin on le suivait, on ne le faisait pas, on participait en tout cas aux assemblages à Margaux ou ailleurs, et moi ça m'est arrivé. D'ailleurs, je me disais toujours, en dehors du côté, bien sûr, de tout ce qu'il nous a appris, mais cet homme, il y avait toujours une relation entre ce qu'il nous apprenait et ce qu'il avait vécu. Mais il y avait quelque chose qui me surprenait énormément. Je m'étais dit, le jour où j'arriverai à cracher comme il crache, il a envoyé comme ça une espèce de petit jet comme ça, extraordinaire, à 2,50 m, je me dirais, là, je serai un grand œnologue. Alors, j'y arrive toujours pas. Donc, bon. Mais c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et je me souviens de ça, notamment à Margaux. Il y avait une famille, les blondes, les Grangeroux étaient une famille aussi qui était maître de chez. Et je me souviens de ces moments d'assemblage où c'était vraiment impressionnant. Non seulement il goûtait, il décrivait les vins, parce qu'il avait aussi ce sens de la description. Il avait ce sens profondément humain, où il était incontestablement, et c'est reconnu partout, un professionnel incroyable, mais il avait ce sens de la description et ce sens de l'accroche. On ne peut pas s'endormir quand on avait un cours avec Émile Peynaud. Il m'est arrivé de m'endormir avec des cours de Pascal Ribéro-Gaillon, et pour qui j'ai beaucoup d'affection, mais avec Peynaud jamais, parce qu'il y avait toujours cette espèce d'histoire extraordinaire dont il nous parlait, et qui faisait que ce qu'il nous avait appris avant, qui nous paraissait compliqué, devenait tout d'un coup limpide. Voilà, tout simplement parce que dès que vous avez une anecdote et que vous l'avez vécu, moi je me méfie beaucoup des grands universitaires qui deviennent des praticiens. Par contre, des praticiens qui deviennent des universitaires, alors ceux-là, ils sont souvent formidables. Exactement. Alors, pendant vos études, vous n'assistez pas seulement Émile Peynaud dans ses assemblages, vous travaillez pour faire de l'argent de poche à différents endroits, notamment l'île de Patyras. Qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler comme ça sur d'autres vignobles de Bordelais? Le premier point, c'est que la vie était... Moi, j'avais un père qui ne donnait pas des billets comme ça, donc il me disait, écoute, moi je paie les études, après tu te débrouilles. Donc il fallait que je me débrouille, et moi aussi, hein, quand j'avais 22 ans, j'aimais bien le soir sortir, j'adorais le cinéma. Voilà, j'allais chercher mes premières bouteilles à la vinothèque, je rêvais parce que je ne pouvais pas les acheter encore, et donc il fallait bien que je trouve les moyens pour ça. Donc le premier point, c'était simplement de vivre et de pouvoir m'offrir ce que je voulais. Donc j'avais plusieurs endroits, mais j'en avais deux. Il y en avait notamment, c'est effectivement l'île de Patyras. À l'époque, il y avait de la vigne. Je ne sais plus s'il y en a aujourd'hui, je ne crois pas, mais il y en avait à l'époque. Et j'arrivais le vendredi soir, il y avait un passeur qui venait nous chercher. On dormait sur place et je taillais la vigne, je pliais, je carassonnais, etc. Je me souviens d'ailleurs, pour la taille, c'était pas mal. C'était des Cabernet Sauvignon qui poussent dans des sols qui sont des sols forts, hein, et on s'en souvient. Le soir, on s'en souvient parce qu'on mange avec la main gauche, hein, donc parce que la main droite... Le bois est très dur. Voilà. Et j'allais aussi travailler à la Sauve, chez quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et d'affection aussi, qui est Francis Courcelles, famille, puisque j'avais entrepris sur la partie de droite en rentrant toute une partie de vigne où j'allais aussi faire la même chose, tailler... faire les travaux de la vigne. Donc ça, c'était important. Et puis le deuxième point, c'est qu'on apprend. Alors j'avais appris, j'avais quand même appris parce que toutes mes vacances, je les passais sur la propriété familiale.
Mais quand on est pendant les vacances et dans la propriété familiale, c'est peut-être pas tout à fait. Là, il y a quelqu'un en face qui vous dit si c'est pas fait et correctement. Donc, et en plus, avec des gens comme Francis Courcelles, on apprend parce que si c'est pas taillé comme il faut, il vient vous dire non, mais là, non, là, c'est pas comme ça qu'on taille. C'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que l'arcure, comment on travaillait, etc. Et beaucoup d'autres choses. Donc, on apprend. Enfin, les deux points, c'est d'abord qu'on sait ce que la valeur de l'argent et ensuite on apprend son métier. Alors du coup, vous arrivez en 1980 diplômé d'œnologie à Angélus. Mais là, votre père ne vous prend pas pour un œnologue. Il vous embauche, mais comme ouvrier viticole. D'abord, je ne sais pas si pour lui, c'était œnologue, c'était chimiste. Alors donc ça ne voulait pas dire grand-chose. et donc, chimiste, non, il me dit, si tu veux travailler, oui, ben voilà, je travaille pendant 5 ans comme ouvrier agricole. Donc je démarre avec les équipes que je connaissais bien, parce que je travaillais les vacances ou les week-ends. Mais là, je travaille vraiment avec eux. Pas simple d'ailleurs, hein, parce que le fils du patron qui arrive, on lui dit bon bah tiens, on va voir si tu tiens. Oui, bizutage. Mais c'est formidable parce qu'à la fois, je crois que ça crée à l'intérieur de l'équipe une ambiance et une relation qui est différente. Il y avait toujours une relation forte, il y avait aussi un respect, mais d'un autre côté, un respect, tu travailles, tu es comme nous, et je me souviens des moments de taille, parce qu'on peut dire que la viticulture, c'est un beau métier, oui, c'est un métier formidable, mais c'est pas un métier facile, hein. Surtout le métier de vigneron, c'est pas un métier facile. On le voit au mois de juin, quand on voit les gens qui fait beau, qui sont dans les vignes, mais quand c'est au mois de janvier qu'il y a du vent, qu'il pleut, qu'il fait 0 degré et qu'il faut aller tailler à la vigne, là je peux vous dire que c'est plus compliqué. À l'époque, il n'y avait pas de sécateur électrique en plus, hein. Donc c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est une école de la vie. On est sur les tracteurs, on apprend à travailler, et je pense qu'on crée aussi à l'intérieur de l'entreprise que j'ai dirigée à la suite une espèce de respect de ce qu'on a pu faire de la part de l'équipe, parce qu'ils savent qu'on a fait ce travail et qu'on l'aime et qu'on a fait ce travail comme eux, et que voilà, on est prêt à le refaire s'il faut de temps en temps. D'ailleurs, on peut le refaire. Et alors en 85, vous tentez de vous imposer. Vous imposez votre vision d'Angélus à Angélus. Mais ça ne se passe pas si bien que ça avec votre père. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite crise. J'avais commencé à vouloir imposer, hein, parce qu'on ne reste pas comme ça pendant 5 ans sans vouloir imposer. Mais comme ça, vous savez, ça existe partout, hein, ça existe dans tous les métiers, en politique ailleurs. On avance petit à petit, hein, on fait bouger les choses. Je me souviens très bien quand je fais rentrer des barriques à Angélus, que je dis d'abord à mon père, tiens, on va acheter des barriques, et que mon père me dit, ça c'était peut-être en 82, et que mon père me dit, non, on va pas acheter des barriques, on vend très bien les vins comme ça, c'est pas la peine d'aller acheter des barriques, ça coûte, donc je vais voir le tonnelier, et je passe un ordre et j'achète les barriques. Et quand les barriques arrivent, c'est marqué Monsieur Deboire sur la... Voilà. Le père me dit qu'est-ce que c'est? Je lui dis c'est les barriques qu'il faudra que tu payes, quoi. Et comme il était quand même, il avait un sens, il a payé les barriques. Voilà. Donc petit à petit, les choses se sont faites. Enfin, c'est un exemple, il y en a eu beaucoup. La vendange en verre a été quand même... Alors, la vendange en verre, j'avais commencé à en faire un peu, mais il se trouve, c'est vrai que juin 85, juillet ou fin juin 85, ça je m'en souviens parce que c'était un moment important. J'étais avec 8 ou 10 personnes de la propriété qui avaient à peu près tous l'âge de mon père, hein. Et on faisait de la vendange en verre, parce que je pense qu'on a été parmi vraiment les premiers à mettre en place, non pas que je sois un fou de la vendange en verre, mais de temps en temps, il faut bien le faire quand la vigne est généreuse, et quelquefois trop généreuse. Donc on coupe des raisins. Et à un moment, il y a un employé de la propriété qui me dit j'ai besoin de m'en aller, donc il s'en va. Et je ne sais pas pourquoi il s'en va, mais je le vois assez rapidement, parce que dans les 10 minutes, je le vois revenir avec mon père. Et là, mon père, furieux, et devant tout le monde, me dit mais qu'est-ce que tu fous là? On voit bien que tu n'as pas gagné, que tu ne sais pas ce que c'est, que l'argent, etc. Bon, là, je lui dis écoute, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble. Et devant tout le monde, là, maintenant, on ne va plus discuter longtemps, donc c'est ou toi ou moi. Et ça s'est fait comme ça, et ça a été dur, parce que moi, je ne pensais jamais que la réaction serait comme ça. Ça a duré longtemps, je ne sais pas combien de temps, mais longtemps, parce que c'est un moment fort. Et papa m'a dit, au bout d'un moment, écoute, j'ai 63 ans, donc moi, je suis beaucoup trop vieux, donc c'est moi qui pars. Mais il est parti d'un coup, c'est-à-dire qu'après, évidemment, on a eu des relations de père, familiales, mais plus directement dans l'entreprise.
Et moi, j'ai eu ce sentiment de me retrouver orphelin, ce qui a été sans doute affectivement difficile. Et par contre, pour mon métier, qui m'a obligé à avancer et qui m'a certainement aussi fait marquer des points, parce que j'arrivais avec un certain nombre d'idées, dont on disait souvent, des idées, il arrive de l'université, etc. Donc j'ai avancé, alors que d'autres n'ont pas avancé. Donc ça a permis sans doute à Angélus de prendre des places et de prendre de l'avance, d'être moteur sur beaucoup de points. Justement, c'est c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'en l'espace de 30 ans, l'ascension fulgurante d'Angélus par rapport à ses voisins, jusqu'au classement de 2012. Oui, les choses changent heureusement aujourd'hui, mais enfin, on est quand même, il y a des notions de conservatisme importants, et notamment quand on est à Saint-Émilion, dans des crus classés, où moi j'ai vu, si vous voulez, c'est un peu comme dans Gabin dans la Horse. Ce que je fais, je le fais parce que mon père le faisait et que mon grand-père le faisait, et je pose pas de questions, quoi. C'est comme ça. Et moi, j'arrivais, je disais, moi, je posais des questions, et c'est pas forcément comme ça. Et donc, ça permet d'avancer, et ça permet d'autant plus d'avancer quand on participe. Parce que moi, j'ai passé les 5 premières années où j'étais vraiment ouvrier agricole, et après, quand je prends la direction d'Angélus en 85, pendant encore 7 ou 8 ans, je participe tous les jours aux travaux. Je suis dans mes chais, je vinifie, je suis sur mon tracteur, je fais les traitements, je forme mes équipes, et je suis avec eux. Après, j'y suis forcément un peu moins, parce que la vie a fait que le développement de la propriété et des autres propriétés, des autres activités et des autres engagements ont fait que j'étais moins, j'étais d'une autre façon. Mais à ce moment-là, voilà, je crois que c'est ça qui fait, qui fait avancer. Est-ce que quand vous arrivez à Angélus, donc au début des années 80, est-ce que dès le départ, vous mesuriez le potentiel du terroir d'Angélus? Alors, je crois pas. Il a fallu, là encore une fois, un déclic important qui a été, qui pour moi est toujours dans ma tête. Je pense que c'est 82 ou 83. C'est la visite d'Émile Peynaud. Émile Peynaud était à la retraite, mais il faisait un certain nombre. Il n'était pas consultant, Angélus, il l'était notamment à l'Armande. Et dans son tour, il s'arrêtait. Et un jour, je reçois un appel en disant Émile Peynaud passe. Et donc, moi, je reçois Émile Peynaud et je lui fais goûter des vins qu'en plus, j'avais sans doute pas fait, mais peu importe. Je fais goûter 78, 79, 80, 81 peut-être. Et il goûte ces vins-là et c'est quelqu'un d'extrêmement aimable, poli, etc. Et il me fait, bon, il n'est pas dithyrambique, hein, mais il dit oui, c'est pas mal, voilà. Et là, j'avais envie et je vais chercher 2 bouteilles dans la cave de mon père qui sont 53, Angélus 53 et 55. Je lui fais goûter ça et là, c'est le pointer sur la bécasse, quoi. Il s'arrête comme ça et il me dit, jeune homme, là, il y a quelque chose à faire. Et comme il y a beaucoup de Cabernet Franc sur la propriété, il dit, il y a des Cabernet Franc, il y a une espèce de subtilité, il y a un terroir, c'est à vous de le mettre en avant. Donc ça me bouge et ça me fait poser des questions. Parce qu'au début, c'est vrai qu'on démarre par passion, on adore ce métier, et puis j'ai jamais pensé, les premières années, au classement, j'ai jamais pensé au potentiel qu'on avait. Puis petit à petit, les choses se mettent dans votre tête et puis les résultats arrivent. Et puis il y a des moments, il y a un questionnement qui se fait personnel en se disant pourquoi pas, naturel. Et c'est la vie qui veut ça et ça va plutôt, c'est plutôt dans le bon sens. Donc pour répondre, oui et non. C'est-à-dire que j'avais pas ça, mais quelqu'un vient me bouger. Il y a quelques autres personnes qui ont été importantes dans ma vie comme ça, mais particulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, Émile Peynaud. Oui. Et quand vous êtes premier grand cru classé A, que vous dit votre père à ce moment-là? Parce que c'est quand même la distinction suprême. Est-ce qu'il vous félicite? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il vous remercie? Qu'est-ce qu'il fait? Alors mon épouse me dit toujours, il te parlait dans les yeux. C'est vrai que j'ai eu des rapports très affectifs. Mon père est parti il y a 2 ans et toujours pour lui une affection profonde. Il m'a appris beaucoup. J'ai grandi dans ses pas, dans la vigne, beaucoup.
l'incident dont je vous ai parlé tout à l'heure a été quand même, et même avant, parce qu'avant on était quand même, enfin moi j'étais un peu considéré comme un peu révolutionnaire dans la famille, et donc j'avais quand même des altercations avec mon père. On n'était pas d'accord sur des tas de choses, c'était pas que pour le vin, hein, c'était vrai pour la religion, la politique, etc. On a toujours été quand même, tout en s'aimant profondément, et ensuite ben, la vie a continué, et je crois qu'on n'a jamais eu d'échange. Et je le regrette, c'est pas que de sa faute, c'est aussi de ma faute, mais je crois qu'on n'avait certainement pas, ni l'un ni l'autre, de communication dans cette direction. On n'a jamais pu s'exprimer en se disant les choses. Je sais qu'il en parlait beaucoup, il en parlait à mes enfants, il en parlait à ses amis, il était très fier de ce qui avait été fait, mais à moi, la relation père-fils, là, dans les yeux, face to face, là, on n'a jamais eu ça, non. Ah, c'est de la pudeur paternelle, je pense que c'est une forme de pudeur, c'est aussi une forme... papa, il n'a jamais eu la chance qui a été la mienne d'abord de pouvoir étudier. Mon père est parti quand il avait 20 ans, comme c'était l'aîné de la famille, il est parti en STO, le service travail obligatoire en Allemagne, et quand il est rentré, de toute façon, il n'avait pas le choix. Bon, il s'est marié tout de suite, et il n'avait pas le choix, il avait arrêté ses études en cours, il ne les reprenait pas, donc il n'avait pas de formation. Et donc on était dans des mondes différents. Il faisait, il disait que c'était bien ce qui avait été fait. Papa était un homme sur lequel il y avait une espèce de foi de charbonnier. Et donc c'était pas discutable. Et forcément qu'on était dans des mondes très différents et que mon arrivée, ça a été un peu comme un choc. Donc c'est une forme de pudeur, mais c'est aussi, je pense, tout ce qu'il aurait aimé pouvoir faire, mais qu'il n'a pas pu faire parce que malheureusement, ben, il a eu la chance que j'ai eue et de celle qui m'a donné de pouvoir faire ses études. Oui. Il a eu l'élégance quand même de se retirer, pour vous laisser la place. Vous savez, juste une toute petite anecdote, il était tellement fier. Le jour où j'ai eu mon diplôme, enfin c'était 79, et donc il me dit, avec ta mère, on veut faire viens, arrive et on fait un déjeuner pour toi. Donc j'arrive, et effectivement, maman avait préparé, et papa avait sa bouteille qui cachait, là, et qui préparait, et il ouvre cette bouteille, donc c'est 79, hein. Il ouvre cette bouteille, il goûte et il dit, pardon, mais il le dit comme ça, hein, il dit merde, c'est pas prêt. C'était 45. J'étais 1945. C'était bon, mais c'était pas prêt. Donc d'ailleurs, déjà, ça m'a donné un truc. Je me dis, s'il faut attendre 35 ans avant que les vins on commence à dire qu'ils sont pas prêts, il va falloir qu'on évolue un peu dans le style de notre travail, parce qu'il va falloir qu'on avance et que les vins soient quand même un peu plus facilement consommables. Mais voilà, donc il est toujours eu, il a cette fierté, mais ça a été un peu compliqué la communication. D'accord. Alors, dès votre plus jeune âge, vous participez à la vie sociale de Saint-Émilion. Vous entrez au conseil municipal, vous devenez président du syndicat viticole. Qu'est-ce qui vous attire dans cet investissement, dans le collectif, Alors je pense que c'est un grand-père, hein. On a tous deux grands-pères. Moi j'ai un grand-père paternel, vigneron, et un grand-père maternel qui était médecin et qui est resté 42 ans médecin à Saint-Émilion. Et qui d'ailleurs m'a donné la vie dans la maison familiale au milieu des vignes d'Angélus. Et c'est un homme que j'ai bien connu, puisqu'il est mort, j'avais plus de 20 ans, donc j'ai eu beaucoup de discussions avec lui. Mais c'était quelqu'un qui, pour lequel la vie collective était sa vie permanente. Sa vie de médecin, bien sûr, Saint-Émilionnais. Voilà, c'était quelqu'un, et j'ai toujours eu beaucoup d'émotions quand j'étais avec lui, et depuis le début je me suis dit c'est formidable, et en plus j'aime cette ville de Saint-Émilion, même si comme dans toutes les familles il y a des moments plus compliqués, mais j'aime profondément cette vie de village qu'on vit moins, parce que pour répondre à la question, il y a moins, mais que j'ai beaucoup vécu et qu'on essaie de tenir encore. Et mon grand-père, votre père vous emmenait à 12 ans les réunions syndicales. Alors ça, j'ai appris le syndicalisme viticole avec peut-être le plus grand personnage que Saint-Émilion ait jamais eu, qui s'appelle Jean Capdemourlin, qui a fait partie en 1936 de ceux qui ont fait les appellations. Il était président du comité régional de l'IANAO. Il
il a failli être président du comité national, il était au comité national, aux côtés du baron Leroy, de Boisot-Marié, qui venait de Châteauneuf-du-Pape, et de quelques autres. Et ils ont été les créateurs, ils ont mis pas mal de temps, mais ils ont été les créateurs des appellations d'origine contrôlée en 1936. Et ils voulaient absolument d'ailleurs que Saint-Émilion, il y avait ce classement médocain, hein, qu'il faut rappeler, il y avait une chambre de commerce, il y en a eu deux, hein, maintenant il n'y en a plus qu'une, mais il y en a eu deux, une à Bordeaux, une à Libourne, toujours une espèce de clivage. Donc il n'y avait pas eu de classement en 1855, et il disait Saint-Émilion mérite un classement. Donc il s'est battu beaucoup, d'ailleurs, contre vents et marées, puisque l'INAO et le gouvernement français étaient totalement opposés de la création, à la création de ce classement. Et il a profité d'ailleurs, c'est de la politique politicienne celle-là, hein, il a profité d'un comité national décentralisé à Montpellier, où il s'est débrouillé pour que ceux qui devaient rentrer dans leur région, qui ne lui étaient pas favorables, rentrent, et ceux qui lui étaient favorables, il leur a dit ça serait bien que vous passiez une soirée dans ce magnifique pays, et que le Languedoc est merveilleux, une soirée de plus, et comme ça il a eu les votes, et donc c'est comme ça qu'a été voté, mis sur les fonds baptismaux, le premier classement de Saint-Émilion. Voilà, donc cet homme qui s'appelle Jean Capdemoulin, j'ai commencé à le suivre, parce que mon père a été son vice-président assez longtemps au syndicat de Saint-Émilion. Je l'ai suivi, j'avais 10 ans, je l'ai vu faire des choses extraordinaires, je l'ai vu beaucoup souffrir, parce qu'il a été malheureusement et injustement, profondément, presque détruit dans sa position de président de syndicat viticole. Je l'ai suivi, je l'ai écouté, et c'est vrai, je m'en suis nourri, et c'est pour ça que là aussi, c'est quelque chose qui m'a aidé à l'engagement. J'ai effectivement commencé en étant président de l'école, parce que j'avais mes enfants qui étaient à l'école, donc je me suis dit, voilà, il faut être président de l'école. Je n'étais pas fait pour ça, d'ailleurs. Hein. Je n'étais pas fait pour ça, parce que j'étais extrêmement timide, mais enfin, il fallait y aller, donc j'y allais. Puis ensuite, après je me suis inscrit dans 3 mandats de municipaux, conseil municipal, et puis très vite, et en partie au même moment d'ailleurs aussi, dans tout ce qui était corporatisme viticole. Oui. Et alors, vous étiez à la tête du syndicat de Saint-Émilion lors du classement 2006. Puis, alors vous quittez le syndicat en 2009, la présidence du syndicat en 2009, mais il y a le classement de 2012 qui arrive derrière. Comment avez-vous vécu ces 2 classements, alors, au milieu de la tempête? Parce que c'est quand même 2 classements remuants. Alors, juste, on va revenir un tout petit peu. Je suis effectivement président du syndicat viticole, qui est, entre parenthèses, le plus vieux syndicat viticole de France. Je fais un peu de com quand même, 1884, qui est un syndicat important, puisque Saint-Émilion, c'est 5500 hectares. Première appellation communale de France. Et je fais, pendant la période où je suis président, le rapprochement avec notamment les appellations Lussac-Saint-Émilion et Seguin-Saint-Émilion dans le cadre du Conseil des vins. Ce qu'il faut savoir, c'est que je fais 9 ans de vice-présidence avant, je fais 9 ans de présidence, et après les 9 ans de présidence, je refais 9 ans de vice-présidence. Donc ça fait 27 ans, quoi. Donc je fais beaucoup de syndicalisme viticole. Pourquoi ? Parce que c'est la vie des Saint-Émilionnais de s'engager. Je parlais tout à l'heure de Jean Capdemoulin, mais il y en a beaucoup d'autres qui se sont toujours engagés dans le syndicalisme viticole. Il y a quelqu'un pour qui je suis très proche, qui s'appelle Jacques Bertrand, que beaucoup de gens connaissent ici à Bordeaux. C'est sa vie, je veux dire, vous lui parlez, c'est sa vie, parce qu'on est là pour défendre nos intérêts. Il y a André Lurton. Oui, bien sûr. Et Saint-Émilion, c'est une caractéristique un peu particulière, parce que dans le syndicalisme viticole à Saint-Émilion, vous avez à la fois la coopération, la cave coopérative, qui représente plus d'un quart des votes, et vous avez les premiers crus classés. Et tout le monde doit vivre. Tout le monde doit arriver à vivre. Et je continue à penser que malgré tout ce qu'on peut dire, etc., il y a 95% aujourd'hui de cette appellation qui vit de façon extrêmement civilisée et avec beaucoup d'affection et d'amitié les uns pour les autres. Comme partout, et parce qu'il y a des enjeux qui deviennent de plus en plus importants, il y a des difficultés dont on parle malheureusement plus, et ça c'est la période qui veut ça, c'est-à-dire qu'on parle toujours des 5%, on parle moins des 95%. Je parle aux journalistes aussi d'ailleurs. Oui, mais je sais très bien, je suis bien placé pour le savoir. Je le parle aussi aux journalistes.
Mais on parle beaucoup des 5%, parce que ça fait beaucoup marrer tout le monde et que ça suscite. Mais par contre, on ne parle pas des 95% des choses qui vont bien. Et donc, ce syndicalisme viticole à Saint-Émilion, il est très fort. Je suis vice-président et le classement arrive. Moi, je ne me défile pas, quoi. Je suis président et je vais prendre le classement. Et j'assume le classement, d'ailleurs, de 2006, où, par ailleurs, je suis à la tête d'une propriété viticole qui s'appelle Angélus. Dont vous présentez le dossier. Et donc, et qui, en 1996, devient à l'époque premier où je n'étais pas président, avait été classé premier, cru classé B. Il y a un certain nombre d'éléments qui me font penser qu'en 2006, on peut avoir une chance d'être A. Notoriété, des dégustations, des prix atteints, etc. Beaucoup de choses qui font qu'on a quelque chose. Donc je bâtis un dossier à côté de ça. Je bâtis un dossier et à la sortie de cette période-là, Angélus n'est pas classé. Donc je le reconnais. Donc. Oui. Bon, certains ne le reconnaissent pas, donc ils vont attaquer le classement. Pas moi qui l'ai attaqué. Hein. Non. Donc il attaque, le classement est cassé. Donc moi, en 2012, je représente, je ne suis plus président, je représente un classement. Et là, vous êtes... Et là, vous êtes A. On est classé A, notamment avec des points qui sont importants, puisque le classement, il est fait avec des notes de dégustation. On ne peut pas rentrer parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde, mais à partir de on a quand même 50% de notes de dégustation pour être classé, parce qu'il y a une première dégustation, puis ensuite si on veut être premier, il y a 30%, et le reste c'est marginal. Non, c'est le terroir, c'est la notoriété, etc. Bon, moi j'aurais rêvé d'ailleurs qu'il y ait 50% de notes de dégustation, parce que moi je connais mes notes de dégustation, alors je ne connais pas toutes les autres, mais je peux penser que rien qu'avec mes notes de dégustation, on n'aurait pas eu un A, on aurait eu un double A. Parce que je les connais, mes notes de dégustation. D'ailleurs, en tant que journaliste, j'aimerais bien que vous preniez la tête, mon cher Jérôme, pour demander à tous ceux qui sont passés premier cru classé A parce que ça, fournir leurs notes. De fournir leurs notes. Je serais assez content d'ailleurs. Ça serait une bonne idée parce qu'on va quelquefois chercher des choses. Mais demandez-leur de fournir leurs notes. Comme ça on va remettre l'église au milieu du village et on va bien voir ce qui s'est passé. Voilà. Avec plaisir. Je relève le défi. Eh bien. Voilà, donc non, juste je termine en disant que se passe ça. Je laisse la présidence en 2009. Pourquoi ? Parce que j'ai fait 9 ans de présidence. Hein. Je peux vous dire que 9 ans de présidence, c'est aujourd'hui, les présidents, quand ils en font 5-6 chez nous, ils arrêtent, hein, parce que c'est quand même compliqué. Derrière, vous êtes obligé de porter, c'est formidable, mais c'est une partie de votre vie quand même que vous n'avez plus professionnellement. Et j'ai la chance d'avoir une famille qui accepte de me dire, bon, tu fais ça, et pendant ce temps-là, tu as autour de toi une équipe, et notamment nous, une directrice technique, peut-être dans la salle, et qui vient pendant toutes ces périodes où moi je suis beaucoup moins présent, qui est là pour tenir l'entreprise. Il faut pouvoir le faire parce que je vous rappelle, c'est quand même aujourd'hui tous ceux qui travaillent dans les syndicats viticoles quelque part, ici à Bordeaux et ailleurs, c'est non rémunéré, c'est non dédommagé, etc. C'est quand même du temps passé. Et même si je regrette rien, et si j'ai à le refaire, je le refais parce que j'ai une vie passionnante. Et même si vous prenez des coups, je les reprends demain matin parce que c'était passionnant et formidable. Je l'ai fait beaucoup. Je me suis particulièrement bien entendu, notamment avec la coopération Saint-Émilionnnaise. D'ailleurs, j'ai fendu beaucoup de dossiers pour eux. Pas travaillé, contrairement à ce qu'on peut penser pour les crus classés, je travaillais pour cela. Et d'ailleurs, même à l'époque où on m'a demandé de prendre la présidence du CIVB, ce que j'ai refusé, ceux qui sont venus me demander, c'est le syndicat des Bordeaux. Hein. Ce n'est pas le syndicat des crus classés ou des Pauillac, c'est le syndicat des Bordeaux. Donc moi, je crois que Bordeaux, c'est un grand vaisseau dans lequel on aurait fort à faire, on aurait beaucoup plus d'intérêt à jouer la confraternité et à jouer l'entente ensemble, puisque chacun, la grande période des GNST, c'était ça, on portait une appellation, des premiers crus classés au vin qui portaient l'image de Bordeaux, plutôt que d'essayer aujourd'hui de tirer la couverture un peu à soi. Oui. Et le prochain classement arrive, donc dans 2 ans, il me semble, 2022. Là, vous allez rester en retrait.
Non, non, on continue à postuler pour. Oui, vous postulez, oui, mais on au niveau postule, syndical. On va pas laisser, c'est trop bien. On va pas laisser ça comme ça. Non, non, mais bien sûr, de toute façon, moi, je garde quelque chose qui reste très en dehors de toute cette problématique de classement qui est la Jurade de Saint-Émilion, où on regroupe tout le monde et on porte un étendard qui s'appelle Saint-Émilion, mais qui n'a rien à voir avec le classement. Pour le reste, je suis effectivement très en retrait pour les questions que vous comprendrez, parce que j'ai le cuir dur, mais il y a un moment, Je comprends tout à fait. on évite quand même. Oui. En 40 ans, le vignoble de Saint-Émilion a vécu une véritable mutation. Donc on a commencé à en parler tout à l'heure, avec l'arrivée de nombreux investisseurs, des institutionnels, une hausse du prix du foncier. Quel regard portez-vous sur cette évolution sociologique profonde? Qu'est-ce que ça donne? Parce que ça change beaucoup. En tout cas, ça change beaucoup. Le regard que j'ai, c'est forcément, Bordeaux a été un lieu extraordinaire de mélange d'arrivées et de renforcement d'images, d'intelligence qui sont venues de partout. Bordeaux, c'est pas des Bordelais. Hein. Au départ, les grandes propriétés, les arrivées des Lawton, des Sichel, des Barton, et ce sont des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous apporter beaucoup, du sang neuf, du savoir, de l'intelligence, et qui ont fait que Bordeaux est devenu la capitale mondiale. On s'honore aujourd'hui d'avoir la Cité du Vin qui aussi a cette capacité à accueillir les autres vignobles du monde. Et c'est ça qui est important, c'est que Bordeaux est la capitale mondiale du vin, mais doit aussi se devoir d'accueillir les autres. Mais donc, je pense que cette mutation, elle génère aussi à Saint-Émilion des choses assez extraordinaires, des gens qui arrivent avec des ouvertures d'esprit, une façon de réfléchir, une façon de travailler. On n'est plus systématiquement dans des clivages. Donc il y a toute cette partie qui est formidable. Ça, c'est très stimulant. Ça, c'est extrêmement stimulant. Et ça, comme l'est d'ailleurs le classement de Saint-Émilion, qui est extrêmement stimulant parce que il peut y avoir aussi, on peut parler de côté négatif. Il y a des côtés extraordinaires, ce challenge permanent de se dire, nous aussi, on peut y arriver. Ça, c'est formidable. Oui. Alors, c'est formidable. Et comme toujours, il y a toujours l'autre côté de la médaille. L'autre côté de la médaille pour le classement, c'est de se dire, si c'est formidable, mais si on doit se taper les uns sur les autres pendant 10 ans sans arrêt, il va falloir trouver des solutions. Dans 10 ans. Oui, il va falloir trouver des solutions. C'est pas possible que pendant 10 ans, on se tape les uns. Et c'est aussi, il y a le revers de la médaille à Saint-Émilion, parce qu'il y a toute cette richesse et ces relations qui sont des relations d'ailleurs excellentes avec les nouveaux arrivants, les uns avec les autres, qui d'ailleurs jouent le jeu et quelquefois ils peuvent être au contraire, ils mettent un petit peu de bonheur au milieu de relations qui sont un peu sclérosées, un peu vieillissantes entre Saint-Émilion et qui pourraient être bien améliorées pour certaines. Mais cela, c'est plutôt ça dans mon sens. Il y a forcément le revers de la médaille, c'est qu'on rentre dans un monde qui devient un monde où l'argent, les moyens, c'est pas l'argent sale, etc. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire où tout est déconnecté de ce que l'on peut imaginer en tant que vigneron. C'est totalement déconnecté. Un hectare, c'est combien? C'est 100 000, c'est 1 million, c'est 5 millions. Enfin, moi, j'ai connu une époque où on discutait, un hectare, ça vaut tant, parce que tant de travail et on vend tant. Aujourd'hui, si c'est à tel endroit, ça vaut, on ne sait pas, ça vaut plus rien. Et après, si on veut obtenir, ce qu'on peut imaginer, un classement, une notoriété, c'est un peu, on peut arriver à la démesure. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas là pour dire que c'est mal, je dis c'est comme ça. Donc il faut vivre avec un monde qui est différent, avec une période qui est différente. Et je pense que ça va s'accentuer, ça va s'accélérer encore. Je crois qu'on n'est qu'au début de cette espèce de mutation qui fait que qu'est-ce qui restera de tout ça? J'espère qu'il restera l'humain, parce que ça c'est essentiel. Je le dis toujours, j'ai dit il n'y a pas très longtemps, j'ai un jeune chef de culture qui est là parce que j'ai quelques au cas où j'ai amené du monde quand même. Et j'ai dit voilà, c'est pas la meilleure équipe sur le papier qui gagne toujours.
Donc ça, c'est formidable tant qu'il restera de l'humain avec des gens qui seront capables de démontrer par leur passion, par leur enthousiasme que c'est pas parce qu'on a mis 100 plus 100 plus 100 qu'on est forcément les meilleurs. Bien sûr que on fait pas, ça serait un leurre de vous dire aujourd'hui que faire des très grands vins, ça ne demande pas de l'argent. C'est une évidence. Faire des grands vins, ça demande de l'argent. Après, la surenchère, voilà. Donc, de se dire qu'on a la capacité de gagner, même si sur le papier, on n'a pas mis les tant de fois 100 en face, ça reste quand même quelque chose de très vibrant et qui, pour une équipe, est formidable. Et justement, les enjeux sont tels, est-ce que le classement tous les 10 ans est encore viable ou est-ce qu'il ne faut pas le réaménager? Parce que c'est vrai qu'on voit classement 2006 annulé, 2012 à nouveau procès et on est toujours dans la bagarre. Et puis dans 2 ans, le nouveau arrive et ça va être encore certainement la bagarre, on ne sait pas. Mais je laisse à mes successeurs le soin de réfléchir sur ce sujet. Le seul point sur lequel... Est-ce qu'au niveau syndical, on y réfléchit? Est-ce qu'on se pose des questions? Je ne suis plus dans ces fonctions-là. J'espère en tout cas qu'il y ait une vraie réflexion pour qu'il y ait une forme d'apaisement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le revers de la médaille, il y a aussi l'image qu'on va donner, nous, en tant qu'appellation, dans le monde entier. Imaginez, je suis à Singapour, aux États-Unis, acheteur de vin, et je me dis, tiens, il se tape dessus pendant 10 ans, formidable. Est-ce que dans 10 ans, celui-là, il va y être encore ou pas encore? Est-ce qu'il va y avoir pas... Enfin, je veux dire, ça devient compliqué. On défend des idéaux, on défend aussi une économie, parce que c'est important. Saint-Émilion, c'est aussi une économie. Une économie, c'est la vie. Ce sont des emplois, ce sont des gens qui vivent tous les jours. Si on n'a pas l'économie, il n'y a plus. Donc moi, je défends aussi l'économie. Je défends beaucoup de choses. Mais donc, à l'extérieur, il va falloir aussi qu'on réfléchisse à ce que tout ce qu'on dépense en énergie pour faire que notre région, notre appellation, elle soit la plus belle possible. Je parle de la communication, des relations publiques, tout cet argent qu'on met est en partie annihilé par quelque chose qu'on a voulu beau, grand, avec un challenge, mais qui au final devient quelque part contre-productif. Voilà, donc c'est une vraie réflexion sur laquelle je ne remets pas en cause le fait que ce challenge soit très important pour la région, qu'il faut que ça... Est-ce que ça doit être différencié? Est-ce qu'on doit réfléchir? Sûrement, voilà. En tout cas, sûrement pour apaiser et pour que à la fois en interne, il y a un peu plus de calme et en externe vis-à-vis de l'image qu'on peut donner sur l'extérieur, ce soit aussi un peu plus serein et un peu plus porteur. Bien sûr, oui. Alors, parallèlement à votre rôle de dirigeant d'Angélus, depuis 20 ans, vous développez, vous avez du conseil auprès de nombreux Bordelais, de propriétés, et même à travers le monde. Comment est née cette activité? Un peu par hasard, je crois. Alors je sais que j'en fais beaucoup, mais vous savez, quand on aime, on compte pas. Moi, j'arrive pas à m'arrêter. J'adore ce métier passionnément. Donc, il y a combien vous conseillez de propriétés? Alors là aussi, j'ai du monde puisque j'ai mon associé qui est à côté de moi, qui est en face de moi, et je suis parti tout seul. Et maintenant, nous sommes 6 dans cette entreprise et on conseille environ 85 ou 90 propriétés avec un laboratoire d'œnologie qui est très pointu, qui est derrière, puisqu'on a aussi tout un pôle de recherche. C'est juste la passion qu'ils font. Parce que moi, ça s'est passé en 2000. Je reçois la visite. Un jour, coup de sonnette, je reçois la visite de quelqu'un qui me dit « Je suis le nouveau propriétaire du Clos des Jacobins ». Monsieur s'appelait Gérald Friedman. Et il me dit, et moi je me dis, il est sympathique, il vient se présenter, c'est quelqu'un qui habite pas loin. Et en fait, il me dit, non, écoutez, j'ai vu ce que vous avez fait, je voudrais que vous vous occupiez de ma propriété. Donc voilà, ça démarre comme ça. Et puis, je trouve que c'est bien, finalement. Je trouve que c'est sympa parce que le consulting, c'est formidable. D'abord, c'était la première fois que je commençais à travailler vraiment pour d'autres personnes. Pour la famille, mais pour d'autres. Donc là, on commence à mesurer les exigences. Quand on fait quelque chose, on fait un geste. On est protégé par personne. En face de vous, vous avez des gens qui vous disent c'est quoi, qu'est-ce que c'est que les résultats. Donc ça, c'est important déjà à titre personnel. On se dit là, il faut quand même être bon. Et puis le deuxième point, c'est que bien sûr, on donne, on donne ce que l'on sait, on essaie d'aider, mais on apprend énormément. On apprend d'un point de vue
d'un point de vue social, on apprend parce qu'on fait des échanges extraordinaires, mais on apprend aussi, même techniquement, on apprend. Et tout ça, ça rejaillit sur la totalité de la structure. Donc petit à petit, on passe de 1 à 2 à 3 à 4 ou 5, puis au bout de 5 ou 6 ou 10, je ne sais plus, je trouve à ce moment-là que ça commence à... Et je demande à Philippe Nunes, qui était à l'époque uniquement directeur technique de la propriété de la Fleur de Bois, de venir me rejoindre. Et puis petit à petit, on bâtit, donc on s'associe. Il prend aujourd'hui en plus la direction générale de Fleur de Bois. On est assez occupé, mais et on bâtit. Et maintenant, on a des jeunes œnologues que l'on a associés, qui ne sont pas simplement des œnologues qui travaillent pour nous, mais qu'on a associés. Et on développe avec passion ce métier, qui est encore une fois un métier dans lequel profondément humain et qui doit être aussi profondément professionnel. C'est-à-dire on est là pour assurer de plus en plus la pureté, la propreté, mais aussi aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, on privilégie, on explique que les lieux dans lesquels on vit, les écosystèmes, les biotopes doivent être protégés. Voilà. C'est aussi notre mission d'expliquer qu'on ne peut pas forcer les gens, mais qu'il y a une direction à prendre. Et on l'apprend, mais on l'apprend d'une façon scientifique. Oui, parce que vous êtes œnologue, certes, mais vous n'avez pas oublié vos racines et vous êtes très attentif à l'environnement. Et vous faites énormément d'expérimentations à Angélus, de l'agroforesterie, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur cet attachement à la... Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais né presque dans mes vignes, donc depuis le début, moi j'ai grandi en mangeant ce qu'on appelle la doucette, qui est la mâche sauvage qui pousse dans les vignes, les asperges sauvages au bout des rangs, les poireaux sauvages qu'on appelle des baraganes, qu'on continue d'ailleurs, hein, on y va, et j'ai toujours fait ça. Alors je l'ai fait avec mes enfants, j'en ai là ici ce soir, j'ai deux de mes filles qui sont là. Elles sont là, elles sont en bonne santé d'ailleurs, hein, elles vont bien. Et on le fait pour les petits-enfants, puisqu'il n'y a pas très longtemps, j'étais avec mes petits-enfants, on est allé ramasser justement des baraganes et de la doucette. On continue à le faire. Donc depuis, moi j'ai été bercé avec ça, avec cette culture dans laquelle il fallait qu'on fasse les choses le plus proprement possible. Mais à un moment, les enjeux sociétaux sont tellement importants aujourd'hui, mais tellement importants. Je crois qu'on ne mesure pas, et je le dis fortement, sans être ni un dogmatique, ni intégriste, etc. Je crois que tout doit être appuyé sur une notion du savoir. Le savoir, l'intelligence nous permet ça. C'est tellement important. Mais aujourd'hui, les enjeux sont tellement importants. C'est pas une vague, c'est un tsunami qui nous arrive dessus. Et si on ne le fait pas, je veux dire... non seulement je ne me sentirai pas bien, mais je pense que les générations qui viennent nous regarderont en disant mais qu'est-ce que vous avez fait de ce patrimoine que vous avez reçu? Je parle de cette terre, mais la terre au sens du toucher, qui, moi je me souviens quand j'avais des employés de la vigne qui travaillaient les sols et qui sentaient, et qui allaient même jusqu'à croquer la terre, presque la manger en disant mais ça, elle sent bon. Là, ça c'est bien, et ici on fera des grands vins. Ce patrimoine extraordinaire que l'on a, c'est une évidence qu'il faut la garder, la conserver, la transmettre, et dans les meilleures conditions possibles. Alors, je pensais que c'était super ce qu'on faisait, moi. Je pensais, puis petit à petit, quand j'ai regardé, je me suis dit, ben ouais, c'est bien, mais c'est pas assez. Et on a commencé, ensuite l'arrivée de Stéphanie, ma fille, à mes côtés à Angélus, a été aussi en disant, ben ouais, c'est une génération encore plus sensible, en disant, ouais, ben, c'est bien de le dire, mais à un moment, il faut le faire. Donc, bon, on se dit, ah ben ok, on va rentrer, l'agriculture biologique, on y va, même si c'est pas simple, on y va. Et puis, c'est pas assez, quoi, c'est pas assez, donc on va un peu plus loin. Aujourd'hui, on travaille sur des notions d'agroforesterie, qu'est-ce qui se passe dans les sols, tout ce qui est mycorhizien, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire, qui est un tissu de communication absolument fantastique qui existe dans les sols, sans vouloir être ésotérique, parce qu'on reste des scientifiques, justement. La différence, c'est qu'on mesure... Alors vous pourrez me poser la question, est-ce que vous êtes en biodynamie? Et je vais vous dire, non, je ne suis pas en biodynamie, parce que je pense qu'on utilise 70% des principes de la biodynamie. Il y a 30% sur lesquels, aujourd'hui,
Je suis pas très à l'aise. Ça ne veut pas dire qu'on n'expérimente pas. Parce que On justement, essaie, mais je suis pas très à l'aise parce que c'est votre esprit cartésien qui... parce que c'est pas mesurable. C'est-à-dire qu'une année sur l'autre, et tant que c'est pas mesurable, voilà, je peux pas avancer. Et je parlais d'économie tout à l'heure. Je ne peux pas accepter aussi de perdre une récolte. Ça, je n'accepterai jamais de perdre une récolte. C'est-à-dire que ce sont des emplois. Seuls les gens qui aujourd'hui sont certainement ont leur argent qui vient d'ailleurs que de l'agriculture ou de la viticulture peuvent se permettre de dire ça en disant je fais une année blanche ou 2 années blanches parce qu'après tout c'est pas grave. Moi je peux pas, hein, je veux dire entreprise viticole même si Angélus c'est pas est plutôt très bien loti, mais je peux pas me permettre de dire cette année on va faire 30% d'une récolte. Ça c'est pas possible. Donc Oui. je reste un cartésien et je suis convaincu qu'aujourd'hui faire du bio c'est possible. Faire de la biodynamie ou pas de la biodynamie, peu importe, mais aller vers quelque chose qui est plus loin, en tout cas, notamment sur les problèmes de cuir, qui va chercher plus loin, pourquoi pas, quand on parle aujourd'hui des cycles lunaires, etc. Oui, c'est sûr, mais aujourd'hui, il n'y a pas un scientifique, un physicien, et j'en ai vu pas mal, qui est capable de vous dire exactement ce qui se passe. En tout cas, sur la vigne. Je veux bien tailler la vigne quand elle est en lune descendante, etc. Enfin, quand on était à la Lafitte Rothschild qui a 300 hectares, si on taillait qu'en lune descendante, et j'ai jamais vu la parcelle qui avait été taillée en lune montante à côté ne pas faire de vin alors que l'autre en faisait, par exemple. Donc tout ça, il va falloir quand même... il faut expérimenter. Moi, je suis pour ça, toutes ces expérimentations qui permettent de montrer que ce que l'on dit, c'est une réalité, ça se reproduit. Et ce n'est pas simplement une fois, parce que ce n'est pas la pièce qu'on jette, ça se reproduit et qu'on est capable d'assurer, de pérenniser une entreprise. Bien sûr que l'on se doit de transmettre, je l'ai dit, notre savoir, les écosystèmes très importants, ces biotopes qui sont absolument uniques, où on voit qu'à tel endroit, ben voilà, on peut cultiver plus du merlot et là un peu plus du cabernet pour telle et telle raison, et pourquoi pas d'autres cépages. Ça, c'est formidable. Mais je crois que le premier des devoirs, c'est aussi de vivre. Bien sûr. Et alors, il y a vos filles qui sont ici. Je disais en introduction que vous êtes propriétaire de nombreux crus sur le Bordelais. Donc la Fleur de Boire, Château de France, Château de Bellevue. Et vous êtes également copropriétaire d'un cru en Afrique du Sud, qui a une histoire singulière, c'est Klein Constantia. Comment êtes-vous arrivé là-bas et qu'est-ce qui vous a attiré sur cette propriété ? Alors juste un petit point, c'est vrai qu'on travaille en famille et particulièrement avec mes 2 filles, une à Angélus et Coralie sur la Fleur de Bois et son propre vignoble qui est le Clos de Bois, qu'elle a développé avec beaucoup de talent d'ailleurs. Et cette propriété, alors l'Afrique du Sud, c'est parce que moi j'ai toujours eu, depuis que je suis arrivé à Angélus, j'ai toujours eu des stagiaires. Ça a toujours été très important et des stagiaires avec qui ils ne portent pas que la brouette. Hein. Des stagiaires avec qui on partage, on travaille, on avance et quelquefois d'ailleurs ils font bouger un petit peu parce qu'ils amènent des informations. Il se trouve que en 86, j'ai eu 2 jeunes stagiaires africains d'Afrique du Sud, Université de Stellenbosch, que l'année d'après, j'avais 6 demandes, donc on n'a pas pu prendre les 6, on a pris un de plus, je crois. Et ils étaient tellement sympas qu'on s'est dit, à l'époque j'étais avec un de mes meilleurs amis, qui est Dominique Hébrard, qui était ancienne famille propriétaire de Cheval Blanc, on s'est dit, tiens, on va aller visiter l'Afrique du Sud. Et on l'a fait pendant 3 ans. On a pris un camping-car avec ces jeunes Sud-Africains et on est parti de Johannesburg et on a traversé l'Afrique du Sud pendant 3 semaines. Bon, j'ai été fasciné par ce pays et j'étais fasciné bien sûr par l'environnement. C'était aussi la période Mandela. Ce qui se passait était formidable, mais j'étais après fasciné aussi par ces vignobles que je trouvais incroyables. Et d'ailleurs, pour ceux qui aiment Dominique Lapierre, vous avez un livre qui est absolument fantastique qui s'appelle Un arc-en-ciel dans la nuit et qui retrace cette histoire de l'Afrique du Sud qui était dans cette partie-là, qui était totalement inhabitée. Et il y avait 2 routes de la soie. Il y avait une route de la soie maritime, une route de la soie continentale. Pour la route de la soie maritime, c'était les Hollandais qui privilégiaient. Et la révocation de l'édit de Nantes, c'est 1685, mais il y a eu quelques Huguenots qui avaient ressenti que ça n'allait pas aller très bien et qui étaient partis en Hollande et qui ont pris le bateau avec des Hollandais. Et ils s'étaient arrêtés, ils s'étaient dit il faut faire une colonie parce qu'en fait, il y avait à peu près 50% des gens qui mouraient du scorbut c'est ça. sur la route. Donc ils se sont dit on va faire une colonie, et puis là on va planter
des légumes, des fruits, etc. Et là, il y avait quelques Français qui ont commencé à s'établir. Et d'ailleurs, la femme du premier gouverneur s'appelait Constance. C'est pour ça que ça s'appelle vin de Constance. Et cette propriété a fait ses premiers vins, la propriété de Klein Constantia a fait ses premiers vins, qui sont des sweets, hein, des vins sucrés, doux, hein, qui sont issus de muscat, qui sont passerillés sur pied, a fait ses premiers vins 1685. Donc quelquefois, il faut relativiser quand on dit les plus grands, les plus beaux à Bordeaux, on sait tout avant tout le monde. Ouais, 100 ans avant Guillaume, on faisait déjà des vins là-bas, et c'était des Français qui avaient commencé. Il y a une vallée qui s'appelle Frenchhoek, qui est la vallée des Français. Mais donc cette propriété, ça a été, je m'étais dit un jour, parce que j'adore ce pays, j'achèterai quelque chose. Et je ne sais pas si j'ai bien fait, parce que c'est compliqué, hein, Afrique du Sud. C'est fantastique, mais c'est compliqué. Et quelqu'un qui était qui est toujours un ami et une famille que j'aime beaucoup, qui sont les Prats. J'en avais parlé à Bruno Prats à l'époque en disant tiens, un jour j'irais bien en Afrique du Sud. Et comme ils avaient vendu Cos d'Estournel et qu'il avait à côté des vignobles qu'il avait achetés avec d'autres personnes, me dit ouais, pourquoi pas. Et un jour de 1984, de fin 84, il m'appelle et il me dit Hubert, si vous voulez venir avec moi en Afrique du Sud, j'ai un dossier. Donc je pars en Afrique du Sud avec lui. Et 84, non 84, non, 2004. 2004. Pardon, pas vieillir. 2004. Et donc je pars avec lui et on arrive à Stellenbosch, c'était pas à Klein Constantia à l'époque, dans une propriété qui s'appelle Anvilka et qu'on achète finalement, et on l'achète tous les deux avec un troisième partenaire, et le partenaire est propriétaire de Klein Constantia. Je vous le fais vite parce que sinon j'y passe. Et donc un jour ce Sud-Africain, pour des raisons X et Y, décide de vendre à un Tchèque la propriété, donc on se retrouve un peu orphelin et on a deux solutions. Soit on vend, soit on va le voir ce que l'on fait et on lui dit on pourrait faire un merge, on pourrait tout regrouper, et c'est comme ça qu'on devient copropriétaire de Klein Constantia, qui est une propriété, et aussi d'Anvilka, hein, mais Klein Constantia qui est la propriété historique par excellence, qui est magnifique, qui est une propriété qui fait 120 hectares, dans lequel on fait bien sûr ces vins de Constance, mais on fait aussi des chardonnays, des sauvignons et d'autres choses, qui est absolument unique, qui est sur cette partie, qui est la partie sud du Cap, qui est Constance, dans lequel il y a 7 vignobles. Et au départ, ça s'appelait Constantia, il n'y en avait qu'un seul. Il a été divisé en Groot et en Klein. Et puis, il y en a eu quelques autres qui ont eu droit à l'appellation. Et c'est un lieu absolument magique. D'ailleurs, je ne peux pas y aller. On devait partir dans 15 jours. Manque de peau. On n'y va pas. Mais c'est un lieu absolument magique, formidable. Et où on fait ce vin qui aussi a une histoire incroyable. Il est cité dans la littérature par Baudelaire. Napoléon buvait ça. J'espère que c'est ça qui le calmait, que c'est pas ça quand il était à Sainte-Hélène. Il en buvait à Sainte-Hélène, oui. Voilà. Et voilà, c'est un vin absolument incroyable. Alors moi, j'ai dans cette expérience, j'ai la responsabilité de supervision technique que l'on fait avec Philippe Nunes, puisque donc du coup il va partir tout seul. Il va partir tout seul. Voilà. En général, on fait un voyage chacun, mais là, ça va être lui tout seul. Bon, vous êtes un vrai amateur de vin, de toutes les régions viticoles. Mais y a-t-il un vignoble en particulier où vous auriez aimé vinifier et élaborer un grand vin? Vinifier, oui, mais aussi y être, pourquoi pas, c'est la Bourgogne. Alors, j'ai une affection toute particulière pour la Bourgogne. D'abord, j'aime bien les Bourguignons parce qu'ils sont des vignerons comme je l'entends. Ils ont une perception de la vigne et du vin que j'aime. Et j'ai eu une chance extraordinaire et je lui rends hommage, c'est Michel Béthane, quand dans les années 80, qui m'a amené dans ce vignoble plusieurs fois. Je suis allé avec lui plusieurs fois. J'ai quelques anecdotes. Il m'a fait rencontrer Henri Jaillet 2 ou 3 fois. J'étais même à un moment travaillé un tout petit peu avec les Mortais. J'ai rencontré les Coches du Riz, les Lafarge, les Monty, etc. J'ai une belle histoire qui était au Clos des Ducs avec le marquis d'Angerville à Volnay. On était en train de dîner avec Michel et à ce moment-là, le marquis arrive avec un Magnum de 64, nous sert le Magnum et se met à pleurer.
Et je regarde Michel et je lui dis, tu sais pourquoi il pleure? Il me dit, ouais, c'est l'année où il a perdu sa fille. Et donc voilà, il nous servait ce magnum-là, et donc j'ai plein d'histoires, mais beaucoup, et j'ai gardé des relations avec les Rousseau, avec les Lafont, etc., avec les Roumier, avec beaucoup de gens, qui restent encore très fortes. Et on a d'ailleurs beaucoup de... On a dans la famille, on a aujourd'hui 2 restaurants qui ont été développés par Stéphanie, étoilés à Saint-Émilion-la-Cadenne, où je crois dire qu'il y a un peu plus de 1000 références de vin, et notamment beaucoup de Bourgogne, parce que je crois que j'ai transmis à tous mes enfants, et particulièrement à mes 2 filles, l'amour du Bourgogne, mais pas que d'ailleurs, parce que après aussi, à partir de la Bourgogne, je suis allé beaucoup dans le Rhône, où des gens comme m'ont ouvert les portes, des gens comme Clap à Cornas et beaucoup d'autres. Puis ensuite, vers le sud, j'étais un petit peu en Italie, en Espagne, et pour voir un peu ce qui se passait à l'extérieur. Et donc, c'est pareil, les cartes aussi que l'on a dans les restaurants, essaient de représenter toutes ces régions. Et je crois qu'on peut avoir la fierté d'être bordelais et de faire des grands vins à Bordeaux, mais il faut aussi reconnaître que la passion, on la partage avec des gens qui sont formidables, qui font des vins absolument incroyables dans d'autres régions viticoles. Ça n'empêche que je ne comprends pas quelquefois, d'ailleurs, pour qu'on n'arrive pas plus à boire une bouteille de Bordeaux à Bordeaux. Là, j'aime ça, mais il ne faut quand même pas exagérer, quoi. Il faut quand même, on est à Bordeaux, il ne faut quand même pas exagérer. Mais il faut avoir ce sens de l'ouverture, je crois, et on apprend, nous, en tant que consultants, on apprend aussi beaucoup à l'étranger. Merci Hubert, c'était un échange très très riche.